concerne donc l'agrément des associations de défense et d'assistance de l'individu ou de défense des droits des libertés individuelles et collectives en vue de l'exercice des droits reconnus à la partie civile dans le cadre d'une procédure pénale. Donc je crois rien que déjà le titre, vous avez tout compris, hein, c'est pas mal. En fait, c'est pour les associations, donc il faut qu'elles aient 5 années d'existence. Il faut que pendant ces années, elles aient eu une activité effective et publique. Il faut qu'elles aient un nombre suffisant de membres, cotisant soit individuellement, soit par l'intermédiaire d'assauts fédérés. Il faut qu'il y ait un caractère désintéressé et indépendant de ces activités, apprécié notamment eu égard à la provenance de ses ressources. Il faut qu'elles aient eu un fonctionnement régulier et conforme à ses statuts. Une demande d'agrément ou de renouvellement est adressée au garde des Sceaux, ministre de la Justice, qui instruit le dossier. Lorsque le dossier est complet, il passe à la mission interministérielle en charge de la prévention des dérives sectaires et de la lutte contre ces dérives sectaires. Et au bout d'un mois de silence, ça veut dire que l'avis est favorable. Le garde des Sceaux alors notifie la décision d'agrément par arrêté au journal officiel pour 3 ans et toute demande de renouvellement se fera dans les mêmes conditions que l'agrément initial. Diapo suivante. Donc un avis du contrôleur général des lieux de privation de liberté, donc relatif à la vétusté des établissements pénitentiaires. Donc la vétusté a été confirmée et elle est en rapport avec l'ancienneté des bâtiments puisque beaucoup de nos bâtiments d'établissements pénitentiaires datent en fait du début du 19e, fin 19e, ce qui fait qu'effectivement les constructions d'époque ne sont pas celles d'aujourd'hui, bien évidemment. Donc il y a des carences d'entretien, il y a une inefficacité ou lenteur des réponses apportées par l'administration pénitentiaire, notamment concernant l'électricité, avec des risques d'incendie notés, chauffage, des nuisibles, accumulation de déchets et insalubrité des douches collectives et des ventilations. Donc conditions indignes et attentatoires aux droits fondamentaux des personnes détenues, avec des conséquences sur leur santé, la dignité et l'intimité des personnes privées de liberté. Et également un impact direct sur les conditions de travail du personnel pénitentiaire avec des locaux vétustes, surchargés et sous-équipés, d'où une pénibilité du métier qui nuit à la sécurité qui contribue à une dégradation générale du climat de la détention. Une note d'information concernant donc les modalités de mise en route de la méthodologie publique d'empreinte carbone des médicaments. Alors ça concerne qui? Les établissements de santé et médico-sociaux dotés donc d'une pharmacie à usage interne. Donc, ils vont devoir mettre en place une méthodologie publique d'évaluation de l'empreinte carbone des médicaments. La liste des médicaments prioritaires, ils sont au nombre de 18. Vous avez le paracétamol, enfin ceux qui sont inscrits. Il y en a 18, donc j'en ai mis que quelques-uns. Donc, il faudra évaluer l'empreinte carbone des médicaments du début jusqu'à la fin de leur vie. Donc, c'est ce qu'on appelle le score carbone médicament, qui est un élément qui sera fourni par les exploitants pharmaceutiques. Et le critère environnemental deviendra donc obligatoire au 1er août 2026. Diapo suivante. Alors, une note d'information concernant la tuberculose, notamment chez les bovines, qui est transmissible chez l'homme, qui est donc une maladie à déclaration obligatoire qui avait disparu dans les années 2000 et qui est en retour en France depuis 2024 avec un état stable, cependant depuis 2017. Les régions touchées sont les Pyrénées-Atlantiques, la Gironde, la Corse, la Nouvelle-Aquitaine et la Normandie. Donc c'est une zoonose avec un risque donc pour les professionnels pouvant côtoyer des animaux en élevage, en abattoir ou en contact avec la faune sauvage. Il y a une fiche d'info et une conduite à tenir. Les cas sont signalés aux ARS et au centre de lutte antituberculeuse et vous avez une fiche d'information en 4 parties. Diapo suivante. Donc là je vous ai mis la conduite à tenir. Bon, vous la lirez tranquillement. Ensuite, une décision du Conseil d'État statuant du contentieux pour l'accès au DMP. Donc l'arrêté du 26 octobre 23 qui fixait les règles d'accès au DMP des professionnels de santé a été donc annulé. Pourquoi? Parce qu'il omet de mentionner l'obligation du recueil du consentement initial du patient préalablement à l'ouverture de l'accès à son DMP à l'ensemble des membres de l'équipe de soins qui le prend en charge.